Allez, on plonge aujourd'hui au cœur d'un moment de crise intellectuelle assez incroyable, un de ces instants qui a vraiment durablement secoué le monde de la philosophie. Il faut bien comprendre, ce jour-là, ce n'était pas juste une conférence universitaire de plus, non, non, c'était bien autre chose, une véritable confrontation publique, presque un procès, face à un passé qui décidément ne passe pas. Alors, plantez le décor, on est à l'université de Heidelberg le 5 février 1988. Et le lieu lui-même est lourd de sens. On est dans la même salle où Martin Heidegger, des décennies auparavant, avait tenu un discours en faveur du Nouveau Reich. L'atmosphère, on peut l'imaginer, est absolument électrique. Et pour ce débat, on a du lourd. 3 des plus grands penseurs européens de l'époque. Et la particularité, c'est qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, profondément marqués par l'œuvre d'Heidegger. Ils sont là pour aborder de front sa faillite politique. Et voilà la question, celle qui est sur toutes les lèvres, au cœur de tout. C'est une angoisse palpable qui pèse sur chaque mot, chaque silence. Comment est-ce possible qu'une pensée si profonde ait pu côtoyer une idéologie aussi barbare ? Bon, il faut dire que cette tension dans la salle, elle ne sortait pas de nulle part. Ça faisait des décennies que ça couvait, mais un scandale très récent venait de tout faire exploser, préparant le terrain pour cet affrontement. Et le catalyseur, l'étincelle, ça a été la publication du livre de Victor Farias. Pour la toute première fois, on avait une enquête massive qui rassemblait une quantité énorme de détails sur les liens entre Heidegger et le nazisme. Et l'effet a été dévastateur. Le point qui est crucial à comprendre, c'est que cette affaire dépassait largement le cas d'un seul philosophe allemand. Elle venait réveiller les démons de toute l'Europe, et tout particulièrement ceux de la France, qui était alors en plein débat sur son propre passé, le régime de Vichy. Donc, face à cette question brûlante dans ce contexte explosif, les 3 intervenants vont avoir des manières radicalement différentes d'attaquer le problème. On voit très vite 3 angles d'attaque se dessiner. D'un côté, Gadamer, l'ancien élève, qui parle du point de vue d'une trahison presque personnelle. De l'autre, Lacula Barthes, qui aborde ça comme un traumatisme national, une honte partagée. Et enfin Derrida, qui appelle à la prudence et qui dit en substance « attention à ne pas juger trop vite ». Gadamer, lui, c'est le témoin direct. Il raconte, et on sent une vraie douleur dans ses mots, comment lui et les autres étudiants de l'époque ont été d'abord fascinés, pour ne pas dire aveuglés, par la puissance intellectuelle de leur maître. Pour Lacula Barthes, qui est né en 1940, la question est viscérale. Ça le ramène à sa propre identité, à ce que ça voulait dire d'être français dans ces années-là. Et ça le force à se poser la question que tout le monde redoute. Et moi, à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais au-delà de son engagement politique de 1933, il y a un autre point, peut-être encore plus troublant, qui hantait absolument tous les esprits ce jour-là. Jamais un mot, jamais une parole publique pour renier son passé. Pas une seule analyse philosophique pour tenter de penser ce qu'a été l'abîme d'Auschwitz. Rien. Un silence de plomb absolument assourdissant. Et c'est justement là-dessus, sur ce silence, que Jacques Derrida va avancer une hypothèse, bien pour le moins dérangeante et provocatrice. Qu'est-ce qu'il suggère ? Que si Heidegger avait fait des excuses publiques, une simple condamnation morale, ça aurait été trop facile. Ça aurait permis à tout le monde de souffler, de tourner la page, de classer l'affaire et surtout de ne plus jamais interroger le lien inquiétant entre sa pensée et le nazisme. Et dans cette perspective, qui est complètement renversante, le silence de Heidegger devient une sorte d'héritage. Un héritage terrible, évidemment, mais un héritage qui nous oblige. Il nous lègue la responsabilité de faire le travail de pensée que lui, il n'a pas fait. Et les questions qui ont été soulevées en 1988, loin de s'être calmées, sont devenues encore plus urgentes avec les années. Parce que des années après, il y a eu un deuxième tremblement de terre, la publication de ses carnets personnels, les carnets noirs. Et là, c'est la confirmation des pires craintes. On y découvre un antisémitisme explicite, profond, bien plus grave que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Le pire, c'est que ce n'est pas juste un préjugé personnel, c'est un antisémitisme philosophique, intégré à la structure même de sa grande pensée sur ce qu'il nomme l'histoire de l'être. Donc, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus seulement de juger l'homme. La tâche qui nous est laissée, elle est immense. Il s'agit de lire son œuvre de manière critique, de la retourner contre elle-même pour y trouver ce qu'il n'a pas vu ou pas voulu voir. Ce qui nous laisse avec cette dernière question, une question vertigineuse et provocatrice. Peut-on, et même doit-on, utiliser la pensée d'un homme compromis pour tenter d'éclairer l'obscurité qu'il n'a lui-même jamais su ou jamais voulu affronter ?